Alors, il y a certaines personnes qui vouent une admiration aux self-made men. Aux self-made men américains, milliardaires, qui ont bâti leur fortune à partir de rien. Et souvent, il y a toute une histoire derrière, puisque ces personnes étaient pauvres, avaient des parents qui travaillaient dur pour subvenir à leurs besoins. Ils ont toujours manqué d'argent, mais secrètement, ils voulaient travailler pour pouvoir réussir à gravir les échelons de la société, accumuler les biens et ainsi pouvoir offrir à leurs enfants ce qu'ils n'ont jamais eu. Et ils ont réussi. Il y a toujours un manque et cette peur du manque vivra en eux à tout jamais, bien qu'ils possèdent une grande partie de la fortune de ce monde, ils ne seront jamais satisfaits. Il y aura toujours un vide à combler que ces possessions ne combleront jamais. Alors ces self-made men, souvent américains, on aime bien leurs histoires, on les admire, on dit tiens, je veux devenir comme lui, alors il faut travailler dur pour construire ton royaume sur terre. Ils sont aussi admirés, enviés, jalousés, parfois tous ces sentiments entremêlés. Mais ce qui est admiré en premier lieu chez eux, c'est certainement le pouvoir, la puissance générée par toutes les possessions dont ils disposent, l'influence qu'ils ont. Donc, cette forme de pouvoir et de puissance, c'est ce qui est admiré secrètement, inconsciemment. On admire la fortune, on admire les biens, on admire ce que l'on n'a pas et qu'on veut avoir, ou alors on le jalouse, on l'envie, on le critique. Mais finalement, c'est ce pouvoir-là qui est admiré. Alors, pourquoi je parle de pouvoir ici ? L'avoir, du verbe avoir, va générer un certain choix dans les différents styles de vie et modes de vie que l'on voudrait avoir. Donc ça nous donne le choix d'avoir un certain mode de vie ou non. Le choix est presque illimité. Donc ce pouvoir-là, ce pouvoir d'action, d'avoir un mode de vie, un style de vie dans un premier temps. Mais il y a aussi certainement le pouvoir d'influence. Donc sur les autres, sur les opinions, sur les idées. On a beaucoup plus de facilité à influencer lorsque le pouvoir est acquis matériellement dans ce monde. Vous allez voir après d'où je veux en venir. Donc l'avoir va permettre de pouvoir agir de manière substantielle dans ce monde selon nos aspirations. Et le selon nos aspirations est très important puisque les aspirations pourront être plus facilement matérialisées grâce à l'action qui, elle, dans ce monde, est tributaire de l'avoir. Je vais vous donner un exemple. Donc, ce pouvoir-là, cet accès, ces possessions, ce mode de vie, nous pouvons acquérir des maisons, des voyages, etc., etc. Mais je pense qu'à un moment donné, si vous vous intéressez aux histoires des accès exclusivement matériels dans ce monde, c'est-à-dire pour combler un vide, juste assouvir des plaisirs, etc., etc., à un moment donné, c'est unanime, il y a un vide que l'on ne pourra jamais combler, il y a un vide qui s'installe, un non-sens qui s'installe, puisque nous pouvons posséder le monde, mais il y a autre chose que nous ne possédons pas et auquel nous n'avons pas accès. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la chose basique des possessions matérielles. Il y a l'influence, bien évidemment. Cette influence-là va être corrélée aux aspirations. Je donne un exemple. Imaginons que une fortune
Une personne possédant des fortunes, ayant acquis différents moyens, héritage socio-culturel, héritage matériel, héritage intellectuel, mais aussi action et volonté personnelle de pouvoir acquérir tous ces biens et d'avoir accès à cette réussite matérielle. Si cette personne, supposons qu'elle rachète, pour prendre juste l'exemple de la France, toutes les forêts françaises, s'il lui était possible, toutes les forêts françaises, dans un premier temps, afin de pouvoir les protéger, mais aussi de pouvoir les gérer de manière durable selon la connaissance de l'écosystème ou des écosystèmes forestiers qui vont permettre une régénération de la nature, des terres, de l'environnement, etc., etc. Cette personne aura utilisé sa richesse pour pouvoir améliorer, apporter une valeur ajoutée à ce monde-là. Donc, dans ce sens, en ce sens, cette personne avait déjà des aspirations élevées. Au-delà de sa propre petite personne et de la satisfaction et l'assouvissement de son avarice, préfère utiliser ce pouvoir pour améliorer des situations extérieures dans ce monde. Peu importe, que ce soit ça, que ce soit venir en aide à des populations, des enfants, des animaux, peu importe, vous connaissez, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Eh bien l'argent dans ce cas-là est un bienfaiteur. Mais ce n'est pas l'argent qui est un bienfaiteur, c'est la main qui y est, qui se trouve derrière. Maintenant, si je me place de la hauteur, à la hauteur de la petite personne que je suis, avec quelques petites idées, quelques opinions, quelques rêves, quelques aspirations, alors ces personnes-là me sont totalement indifférentes de par leurs actions, de par le résultat de leurs actions. Quand je dis indifférente, c'est que je ne voue aucune admiration et encore moins envie ou jalousie. Disons que je me sens plutôt neutre, mais que mon but est d'analyser le processus qui a amené ces personnes-là à atteindre ces objectifs et ce qu'il en ressort, les changements en elles qu'il en ressort. J'aime les trajectoires humaines, les histoires, les changements, les transformations. Donc je serais plutôt neutre, ce qui pourrait paraître assez incongru par rapport, disons, aux opinions populaires, communes, vulgaires, tout ce qui est de l'ordre de la séparation, riche, pauvre, et puis des préjugés, des focalisations, c'est ce qu'on appelle des raccourcis cognitifs sur nos perceptions limitées, bref. Non, ce que je pourrais admirer chez certains humains, si je devais vouer une certaine admiration, alors ce sont ceux qui ont une maîtrise, qui ont un pouvoir sur leurs énergies vitales, sur le corps, sur la connaissance de son corps, sur la connaissance de ses fonctionnements psychologiques, sur la maîtrise et sur l'action de ceux-ci. Ces personnes qui ont, par un travail accru, ont su maîtriser ce dans quoi la plupart des humains échouent. Et ces personnes qui ont atteint un certain niveau d'ouverture et qui sont capables d'agir dans le monde tout en ayant des perceptions dans les différentes dimensions de leur être en même temps, de manière simultanée. Des personnes qui vivent une béatitude, un état intérieur de paix, de sérénité constante, qui agissent, qui sont dynamiques, qui agissent dans ce monde, qui utilisent ce pouvoir extérieur dans une certaine direction.
Si je devais admirer une partie de l'humanité, ce seraient ces personnes. Et elles existent, parfois agissent très souvent dans l'ombre, parfois à la lumière. Ce sont ces personnes-là qui apportent une élévation de l'humanité, qui apportent l'importance de l'exploration de soi, de l'ouverture du cœur, de l'apprentissage, de l'acceptation de la vie telle qu'elle nous est donnée, et ce peu importe les circonstances extérieures. Ce sont des personnes qui sont constantes intérieurement et stables intérieurement. Et c'est ce qui compte. Et qui ne sont pas victimes des dents de scie de ce que les situations extérieures ou les gens, les personnes, les choses, l'actualité, etc. peuvent avoir sur elles. Parce qu'elles savent, elles sont allées chercher, elles ont ouvert la porte de cette connaissance d'elles-mêmes. Le pouvoir n'est pas néfaste en lui-même. On a tendance à lui attribuer des connotations négatives, n'est-ce pas? Le pouvoir, la puissance, l'argent, la domination, la gloire. Le pouvoir, à la base, est un verbe. Je peux. Oui, je peux. Je suis capable de. Le pouvoir n'est pas négatif, n'est pas péjoratif. Mais il l'est devenu de par son usage. Le pouvoir sur soi n'a-t-il pas plus de valeur que le pouvoir sur autrui? Donc, pour résumer, il y a deux sortes de pouvoir. Deux sortes de pouvoir, pour caricaturer. Il y a le pouvoir extérieur, le pouvoir d'action. Alors, je peux agir sur moi, je peux agir sur l'environnement qui m'entoure, sur le monde peut-être même qui m'entoure, etc. Pour améliorer ou non, parfois, certaines situations, selon mes aspirations. C'est un pouvoir. Je peux aussi influencer dans une certaine direction grâce à ce pouvoir. Il y a l'autre type de pouvoir qui est le pouvoir intérieur. Le pouvoir sur soi n'a-t-il pas plus de valeur que le pouvoir extérieur? Les deux ne sont pas forcément incompatibles, Mais si le pouvoir sur soi, le pouvoir intérieur, la puissance intérieure, prime en amont, alors le pouvoir extérieur sera utilisé à bon escient, sera orienté dans une direction plus harmonieuse pour soi, mais aussi pour le reste de l'humanité. C'est une contribution qui permet d'améliorer les choses. C'est donc ainsi que le pouvoir extérieur est mal perçu. Parce qu'il n'a pas d'accès à soi, parce que ceux qui recherchent constamment le pouvoir extérieur se trompent de direction et ne sont plus du tout mus par des aspirations élevées, mais sont mus par la nature la plus diminuée de l'humain. Nous connaissons tous l'avarice, la gourmandise, la luxure. Tout cela ne sont pas que des péchés qui sont moralement réprimables, non. Ce sont des directions que l'être humain prend et qui lui portent préjudice. Qui portent préjudice à son potentiel le plus élevé, à la réalisation de son potentiel le plus élevé. Vous savez qu'il existe en nous la possibilité de se nourrir d'autre chose, de matière première, physique. Je ne dis pas que c'est un objectif à atteindre pour tout le monde. Non, je dis que c'est une possibilité, que nous avons la capacité de nous nourrir d'alimentation plus subtile que la matière la plus grossière, qui est la nourriture physique.
Je ne dis pas que c'est un objectif à atteindre pour tout le monde et que c'est un idéal pour tout le monde, non. Mais c'est pour dire que ce potentiel-là existe en nous. Il existe, il est là. Cela signifie que nous sommes capables de beaucoup plus que ce que nous croyons, que ce que nous observons, que ce que nous pouvons analyser de manière logique. Et peut-être que empiriquement, cela n'a jamais été ainsi. Doit-on conclure que cela ne sera jamais ainsi? Si nous devons rebâtir les fondations de ce qui a été perdu, nous rebâtissons, avant d'aller vers le haut, il faut d'abord bien s'ancrer, mettre les pieds sur terre, savoir ce qui est bon d'abord pour se nourrir, pour ce corps physique. Donc cela commence par l'intérêt. Il faut apprendre ce que c'est que l'alimentation, ce que c'est que la chimie, la biologie, de comment fonctionnent les choses. Il y a les interactions biochimiques dans le corps, il y a de perpétuelles connaissances, la physiologie de comment fonctionne, l'anatomie. Cela peut être passionnant pour certains et inintéressant pour d'autres, mais si l'on ne s'intéresse pas à son propre corps, alors d'autres s'y intéresseront. Et ce ne sera pas forcément dans notre intérêt. Il y a la connaissance de tous nos schémas psychologiques. Quand on parle de connaissance de soi d'ailleurs, souvent il y a un amalgame qui se fait et qui parle de la connaissance de nos processus, pas chimiques, psychologiques. C'est un premier pas. Comment nous fonctionnons? Comment fonctionnent nos pensées? À quoi pensons-nous? Que ressentons-nous? Que voulons-nous? À quoi rêvons-nous? Quels sont nos besoins les plus primaires? Quels sont nos besoins insatisfaits? Quels sont nos manques? Quels sont nos processus inconscients? Parce que ce sont eux qui dictent nos actions les plus conscientes, qui sont, elles, limitées. Il y a différentes manières d'avoir accès à cet esprit. C'est un travail. C'est un peu comme si nous retrouvons des facultés que nous n'avons jamais pu développer. Un peu comme si nous retrouvons un muscle qui n'a jamais été utilisé. Il est atrophié. Mais il est là, il existe. Alors il faut petit à petit le refaire travailler, le nourrir correctement, mais le refaire aussi travailler. Alors, à l'heure actuelle, quelle sorte de pouvoir sentez-vous que vous avez? Quelle sorte de pouvoir voudriez-vous avoir? Et comment l'utiliseriez-vous? Dans quelle direction l'utiliseriez-vous? Donc c'est ce que j'ai constaté par rapport à des personnes qui sont en quête de changement, plutôt changement que transformation, qui veulent avoir, qui veulent changer, qui veulent transformer leur vie, qui veulent améliorer leur vie, qui veulent être plus heureux, plus légers, plus harmonieux dans leur vie personnelle, familiale, relationnelle, professionnelle, etc., dans toutes les sphères de la vie. Et en fait, souvent, on s'attache plutôt à s'occuper de toutes les sphères de manière séparée, un peu comme les symptômes dans une maladie, mais on ignore que tous ces symptômes-là, tous les dysfonctionnements et les déséquilibres dans les sphères de la vie sont très souvent issus d'une cause commune. C'est la perte du pouvoir intérieur. Et donc le but étant, avant toute autre chose, avant toute autre acquisition, et d'aller dans cette direction-là. Évidemment, chacun son cheminement, chacun ses réalisations, chacun ses aspirations. Cependant, nous avons tous un point commun. C'est le chemin de la liberté,
Alors donc, à votre avis, lorsque vous perdez votre pouvoir intérieur, à qui le donnez-vous? Et qui en fait usage? Dans quelle mesure? Le pouvoir intérieur permet aussi une libération des autres. Nous n'avons plus besoin d'avoir du pouvoir sur les autres. Et à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas de pouvoir intérieur et qui veut exercer un pouvoir sur toute l'humanité? Ce pouvoir intérieur, lorsqu'il est corrélé au cœur, libère les âmes. Et à votre avis, est-ce que ce monde a été fait par des personnes qui ont un pouvoir intérieur et qui veulent libérer les âmes de cette humanité? Et à votre avis? Alors à tous ceux qui se sentent dépossédés, qui souffrent, qui n'ont pas l'impression de posséder leur vie, c'est sur ce chemin-là que vous devez vous orienter. C'est sur ce chemin-là que vous devez rétablir vos bases. Parce que si vous êtes là, c'est bien pour quelque chose. Vous pouvez avoir de l'aide autour de vous, si vous en êtes capable, de pouvoir vous retrouver vous-même, à vous, d'être vraiment intègre et honnête sur votre chemin, et des portes s'ouvriront à vous. Il y aura toujours des personnes qui vous guideront en ce sens. À très bientôt.